Voici un véritable gisement de pastilles Vichy. Bah quoi? Ah non, ça c'est du kaolin. Le kaolin, c'est cette argile blanche dont on fabrique la porcelaine, celle de notre vaisselle, notre carrelage ou nos cabinets. Et ici, à Beauvoir, juste à gauche de Vichy, elle y est justement de très bonne qualité. Mais on s'en fout, puisque ce qui nous intéresse, c'est en dessous. Sous notre précieuse poudre blanche, il y aurait l'un des plus grands gisements de lithium en France. Dès les années 60, le Bureau des recherches géologiques et minières a été planté une très longue paille de 900 mètres dans ce terrain, en se demandant bien ce qu'il y avait en dessous. Ils en ont retiré ce genre de truc. Oui, ceci est une demi-carotte et l'autre moitié est chez Monsieur Bidouille. On est liés par l'amour des légumes. Ce truc, c'est un granit hyper riche en lithium, à hauteur de 0,9% d'oxyde de lithium, ce qui le fait entrer dans la moyenne haute à l'échelle mondiale pour les granites. Et c'est de très loin le principal gisement de lithium connu en France. Ces poudres de futurs cabinets ont donc les fesses posées sur une mine d'or blanc, rien que ça. Aouh, j'ai perdu une dent, je crois. Alors, pourquoi pas l'exploiter? C'est justement l'objet de cette vidéo. La question est, faut-il ouvrir une mine de lithium, qui serait la première mine de métal en France depuis plus d'un demi-siècle, et extraire un minerai rare et stratégique pour notre économie et notre transition énergétique? Cette question fait l'objet d'un débat public en ce moment même, et c'est pour ça que j'ai été contactée par la Commission nationale du débat public pour réaliser cette vidéo, ainsi que Monsieur Bidouille et Balade Mentale, pour vous exposer les faits, rien que les faits, et éclairer votre décision. Pour ma part, je vais attaquer la géologie du site et les impacts environnementaux de cette exploitation éventuelle. Alors j'ai dû retourner des petits bouts de cette vidéo, donc vous étonnez pas s'il y a des faux raccords, c'est normal. Vous pouvez jouer aux 7 différences si vous voulez. Mais avant de s'emballer, c'est quoi le lithium? C'est un métal stratégique car il est nécessaire notamment pour stocker l'énergie dans des batteries rechargeables, principalement pour les véhicules électriques, mais pas que. Il est aussi très utilisé dans le domaine des verres et céramiques et un peu dans le domaine des graisses lubrifiantes, de la métallurgie, des polymères, des polypères, du traitement de l'air, des piles et du domaine médical. C'est un métal extrêmement important dans notre économie actuelle. La Commission européenne l'a inscrit sur sa liste des matières premières critiques, l'UE qui juge que l'accès à la ressource en lithium est un enjeu majeur. Et justement, où donc elle réside cette ressource? Eh bien principalement là. En tout cas, c'est là qu'elle est connue et exploitée, mais il est tout à fait possible qu'il existe des gisements inconnus ailleurs. L'Australie est le premier producteur de lithium, suivi du Chili, de la Chine et de l'Argentine. Mais c'est en Amérique du Sud qu'on trouverait les plus grandes réserves, pas systématiquement exploitées donc. On l'appelle le triangle du lithium. Il abrite à lui seul près de 60% des ressources mondiales de ce minerai. On le trouve sous forme de salars, des déserts de sel très riches en lithium. Ce métal serait hérité de l'altération de la roche sous-jacente. Ailleurs, comme là où on va justement zoomer très bientôt, il y est plutôt sous forme de roches dures, comme par exemple au hasard le granit. En passant, si vous voulez en savoir plus sur ce métal et d'où qu'il vient, allez voir la vidéo de Balade Mentale, et si vous voulez savoir pourquoi là, à l'ouest de la capitale des pastilles, il y a du lithium, on y vient. En Europe, on trouve aussi du lithium. La France est plutôt bien placée, deuxième ex-aequo avec la Finlande. Preuve en est avec ces quelques projets d'extraction envisagés dans les années à venir. Le diamètre du rond est proportionnel à la capacité du gisement. Ça donne une idée de l'importance de notre mine française à l'échelle européenne. Zoomons sur la France. Justement, le BRGM susmentionné a fait un doux rapport de 130 pages qui se lit comme un roman de gare, c'est-à-dire en remettant en question ses choix de vie. Il a répertorié 6 gisements à potentiel de lithium, Beauvoir en tête, c'est celui dont on parle, avec un potentiel de l'ordre de 320 000 tonnes d'oxyde de lithium, suivi par Tréguenec Pratarastel, 66 000 tonnes de lithium, je vous demande pas où c'est, et Richemont avec un potentiel de raclette de l'ordre de 20 000 tonnes. En plus, ces granites contiennent aussi d'autres éléments à forte valeur ajoutée, surtout de l'étain, du tantal et du beryllium. En dehors de la roche dure, on trouve aussi du lithium dans le sous-sol de la vallée du Rhin. Ce serait même le plus grand dépôt de lithium d'Europe, une réserve de 210 000 tonnes. Ce métal réside dans les eaux géothermales du fossé rhénan. C'est comme les salars d'Amérique du Sud, mais différent et sous la surface. Ces eaux-là sont beaucoup plus chaudes et sous pression, donc les procédés d'extraction vont pas être les mêmes. Côté allemand, l'entreprise germano-australienne Vulcan Energy entend construire 5 centrales pour extraire 40 000 tonnes de lithium chaque année, le tout bas carbone puisque alimenté par la géothermie. Ils en sont à construire leur première usine industrielle à grande échelle. En Alsace, cet or blanc fait l'objet d'un projet d'extraction baptisé AGELI pour Alsace Géothermie Lithium. Un pilote est à l'essai depuis fin 2023 dans l'espoir de mettre en place début 2025 un démonstrateur à l'échelle industrielle. Et le mieux, c'est qu'on peut encore avoir de bonnes surprises, puisqu'on n'a jamais vraiment cherché du lithium dans le sous-sol français jusqu'à maintenant. Ce qu'on connaît, c'est parce qu'on est un peu tombé dessus par hasard en cherchant autre chose. C'était pas un métal très intéressant avant que ça le devienne. Et justement, le BRGM a lancé un inventaire sur tout le territoire qui devrait nous donner ses premiers résultats dans une 5aine d'années, avec peut-être de bonnes surprises à la clé. Bon, maintenant, zoomons encore jusqu'à notre mine de pastilles Vichy. Avant de plonger sous cette poudre blanche, remontons de quelques centaines de millions d'années. Le Massif central est un reste de la chaîne Varisk, immense chaîne de montagnes qui est apparue lors de la formation de la Pangée, quand les supercontinents Laurussia et Gondwana se sont réunis. Ici, on est situé juste au sud du massif. Il y a environ 300 millions d'années, vers la fin de la formation de cette chaîne, sont remontées successivement 2 poches de magma qui ont refroidi doucement sous terre à environ 3 km de profondeur. Elles ont ainsi formé 2 plutons de granit enchevêtrés, dont le granit de Beauvoir, aussi blanc que le casting de Friends. C'est parce qu'il ne contient pas de biotite, ce minéral noir qu'on retrouve d'ordinaire dans les granites. Regardez comme il est blanc.
Donc c'est un granit peralumineux albitique à topaze lépidolite, riche en éléments incompatibles. Oui, c'est trivial. Ce granit, il a une composition minéralogique faite de 3 minéraux principalement. Les petits grains gris qui sont des grains de quartz qu'on connaît. Une pâte un peu blanchâtre qui est de l'albite, c'est un feldspath. Et le troisième minéral principal sont les petites paillettes que vous voyez. C'est des micas blancs de type lépidolite. C'est quoi la lépidolite ? La lépidolite, c'est une solution solide entre la polylithionite et la trilithionite, avec un rapport AL sur SI. Non, en plus c'est vrai, c'est un mica blanc. Donc c'est celui-là qui contient le lithium. Ce granit, c'est un granit peralumineux très différencié, qui a pu concentrer des éléments dits incompatibles, des éléments comme les métaux rares, dont le lithium, l'étain, le tantale, le niobium, qui se sont géologiquement retrouvés concentrés dans ce granit. Une chance pour nous, les éléments qu'on recherche sont justement dans la coupole, la partie supérieure du granit, tout près de la surface. Pour comprendre pourquoi ils se sont flanqués tout là-haut, il faut d'abord comprendre comment se forme un granit. Au départ, on a une poche de magma bien chaud. Puis, en refroidissant, certains éléments vont commencer à se combiner ensemble pour former les premiers cristaux du magma qui tombent au fond, emportés par la gravité. Les éléments dits incompatibles ne vont pas adorer donner la main aux copains pour former des cristaux, ils vont plutôt rester dans la phase liquide, qui va progressivement s'enrichir en lithium, fluor et étain au fur et à mesure que les autres éléments forment des minéraux. Au bout d'un moment, ils auront plus le choix parce qu'il restera plus qu'eux. Ce sera leur tour de s'embarquer dans la folle aventure des cristaux. Et voilà comment apparaît en haut de la coupole un granit beaucoup plus riche en tous ces retardataires, ceux qui attendent le dernier moment pour rendre leur copie, l'épidolite qui contient le lithium, apatite et topaze avec du fluor et cassitérite avec de l'étain. Et c'est comme ça qu'on obtient un granit différencié qui présente des compositions très différentes entre le début et la fin de son refroidissement. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la cristallisation fractionnée. De rien pour ce cours de géologie, ça m'a fait plaisir. J'ai parlé donc des lépidolites, ces minéraux blancs dans lesquels on retrouve notre lithium. C'est ce minéral que nos 7 nains vont chercher à récupérer et transformer. Oh là là, ça tombe, c'est altéré. Et là, vous vous demandez peut-être, est-ce que c'est un hasard de tomber sur ce granit juste sous la carrière de kaolin ? Eh bien non, parce que le kaolin, c'est une argile issue justement de l'altération du granit. En fait, au fil de l'érosion, la poche de granit a fini par affleurer en surface. Et avec le temps, la partie supérieure s'est altérée. Les feldspaths du granit, qui s'appellent des albites, c'était crucial que je vous partage cette info, ces feldspaths donc se sont transformés en kaolinite, une argile blanche. Ici, en surface, on voit un granit qui est altéré. On va aller chercher en profondeur le granit sain par des techniques d'extraction minière souterraine qui sont bien connues. Donc le projet qu'on porte, c'est de conserver l'activité de kaolin en surface telle qu'elle est et d'aller récupérer en profondeur dans le granit sain la partie lithium. Oui, vous avez bien entendu, une exploitation minière sur l'autre, séparée de quelques 75 mètres de roche. Voilà donc comment s'est formé le complexe granitique des Chassières. Cet endroit, c'est un peu le paradis des amateurs de cailloux. On y trouve aussi bien du manganèse, ici en dendrite, oui j'ai pu le ramener, de l'amazonite et même de la turquoise. J'étais un peu comme une folle. Pour fêter ça, petite séquence ASMR de cailloux, suivie de la visite de la Carotech. Un local dans lequel sont conservées les carottes prélevées au travers de notre granit. Les carottes font plusieurs centaines de mètres de long, elles sont coupées en petits bouts et, grâce à ce tapis roulant au top de l'innovation, passent dans le studio photo pour être ensuite cataloguées. 30 km de carottes ici. Voilà comment on aboutit à un gisement de 116,7 millions de tonnes à 0,9% d'oxyde de lithium. C'est énorme. C'est Imerys, multinationale française de l'extraction minière, qui exploite ce kaolin aujourd'hui et exploiterait aussi ce lithium. À les entendre, à beau voir, ce serait un gisement quasi idéal. Le granit est très concentré en lithium, proche de la surface et donc facile d'accès. Il s'étend sur 15 hectares juste pile poil sous le site déjà existant, sur 3 km à la verticale. Imerys envisage d'y creuser l'une des plus grandes, sinon la plus grande mine de lithium d'Europe. À partir de 2028, on y extrairait, je cite, 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium équipant 700 000 véhicules électriques par an. Ce projet est baptisé Emily pour exploitation de mica litinifère par Imerys. Bon, mais il va d'abord falloir le faire remonter tout ce lithium. La roche saine, en profondeur, elle est dure et compétente. On peut aller la récupérer en démarrant du bas, peut-être 300-400 mètres de profondeur, à travers
un développement, donc on va creuser des galeries, des tunnels qui vont atteindre la côte la plus basse de la mine et remonter en exploitant des chambres. La technique, c'est la technique des sous-niveaux abattus. On abat des sous-niveaux qu'on vient chercher les uns après les autres, avec certains parfois en même temps. On va prélever le minerai en profondeur et le faire remonter à la surface. Et pour voir comment il prévoit de transformer ce métal, j'accueille Monsieur Bidouille. Une fois extrait, le granit est broyé pour séparer le mica du reste dans une usine sur place. Ça représente environ 330 000 tonnes de mica par an. Le concentré de mica part sous forme de boue dans un tuyau direction une plateforme de chargement de train 10 km plus loin. Là, il est pressé pour récupérer l'eau qui repart à la mine et le mica part à Montluçon. Il arrive en centre-ville, prend un hôtel et part clubber la nuit avant de rentrer complètement ivre, parce que bon, avec ce qu'il va subir le lendemain, on lui donne une dernière nuit, l'histoire de profiter. Bon, plus sérieusement. Le train arrive à l'usine de conversion, on le décharge, et là on va chauffer le mica à plus de 1000 degrés mélangé avec d'autres réactifs, on le dissout, puis on précipite différentes molécules pour isoler progressivement le lithium. Ce procédé est appelé l'hydrométallurgie. Suite à de nombreuses étapes de purification, on finit par cristalliser le résultat sous forme d'hydroxyde de lithium, ce qui représente environ 34 000 tonnes par an. Et c'est cet hydroxyde de lithium qui va servir à fabriquer des batteries pour faire vroom vroom. Enfin non, pas vroom, justement. Même si certaines marques mettent des haut-parleurs dans le voiture électrique pour faire croire qu'il y a un moteur thermique, on vit vraiment dans une saucisse. Merci Frangin. Pour voir le processus de transformation en détail, je vous renvoie vers la vidéo de Monsieur Bidouille sur sa chaîne Qu'elle est bien. La mine se dit responsable et bas carbone. Oui, ça peut surprendre. Elle suivra le standard IRMA, acronyme de Initiative for Responsible Mining Assurance. IRMA, c'est une norme créée en 2006 dont l'un des objectifs est d'éviter ou minimiser les dommages à l'environnement. Ah, ça nous intéresse. Alors évidemment, une mine zéro impact, ça n'existe pas. Mais je vous propose de passer en revue ses effets potentiels et de voir comment Imerys répare ça. D'autant plus qu'on n'est pas sur une petite mine là. Ils annoncent 2,1 millions de tonnes de granit extraites par an pendant minimum 25 ans. Sans doute plus parce que le gisement continue au-delà de ce qu'ils ont prévu d'exploiter. La CNDP a été mobilisée justement à cause de ces impacts environnementaux qualifiés de majeurs. Mais quels sont-ils et quelle est leur ampleur? Selon le maître d'ouvrage, pour évaluer ces risques, des études sont d'ores et déjà en cours et ou devront être réalisées. Il convient de rappeler par ailleurs qu'au stade d'avancement actuel, tous les éléments de détail ne sont pas réunis pour évaluer l'impact du projet. En effet, les caractéristiques précises et exhaustives du projet ne pourront être arrêtées définitivement que dans les phases ultérieures, notamment à l'issue du débat public. Donc, en bref, on n'a pas encore tous les résultats pour éclairer notre décision. Côté association locale, ça en étonne plus d'un de devoir participer au débat avant le bilan des études d'impact. Pour cette vidéo, on va faire avec ce qu'on a, mais c'est un tantinet regrettable. Commençons par le bruit et la pollution de l'air. Les activités minières risquent-elles de remuer de la poussière, de générer beaucoup de bruit via l'extraction à grands coups d'explosifs, le concassage, la transformation du minerai et son acheminement? C'est un risque, mais Imerys prévoit de prendre quelques précautions. Les travaux auront lieu en sous-sol et à l'intérieur de bâtiments pour limiter les nuisances sonores, mais le projet émettra quand même beaucoup de bruit et de vibrations à cause des tirs miniers en sous-sol, comme le souligne l'autorité environnementale. Le transport ferroviaire engendrerait aussi de la pollution sonore. Les trains d'environ 20 wagons transporteraient le minerai de 6h du matin à 22h, comptez plusieurs allers-retours par jour. Côté qualité de l'air, c'est l'usine de conversion qui attire l'attention. La cheminée de son four pourrait rejeter des éléments pas jojo, mais ils ont prévu de dépolluer ces rejets et de les filtrer comme l'exige la réglementation. Côté bruit, il est bon de noter que la mine fonctionnera 24 heures sur 24, ce qui, selon moi, qui suis naturellement experte en tout, est peut-être à surveiller pour voir comment ça pourrait affecter les bestioles sur place. Et pendant les travaux de création d'Émilie, qui devraient durer, d'après Imerys, plusieurs mois, les poussières liées aux travaux de terrassement et de raccordement électrique seraient limitées et ponctuelles et ne devraient pas impacter les riverains ou de manière très ponctuelle. Reste à espérer que les sols qui vont remuer sont pas trop pollués aux métaux lourds. Bon, mais c'est pas les seules préoccupations autour de ce projet de mine. L'association Préservons la forêt des Colettes s'interroge depuis maintenant 2 ans dans quelle mesure la forêt et sa biodiversité seront-elles impactées. Effectivement, la biodiversité du coin est assez connue à force d'inventaires faunistiques et floristiques. La forêt des Colettes, c'est un massif de 2000 hectares partiellement classé Natura 2000, elle est située à quelques 100 mètres de la nouvelle exploitation, et de l'actuelle. Ce que les inventaires précédents nous ont appris, c'est que ces sites abritent des espèces dites patrimoniales, c'est-à-dire protégées, menacées, rares ou ayant un intérêt scientifique ou symbolique. Ironie du sort, si certaines de ces espèces sont là aujourd'hui, c'est justement grâce à l'exploitation minière. Sur la zone Natura 2000, les anciennes fosses de kaolin sont des hotspots de biodiversité. Donc la carrière parfois peut détruire. Je ne vais pas dire que ça va amener le verre. Au moment de l'extraction, il y a en général un impact, mais en fin d'extraction, ça peut créer des zones propices à la biodiversité. Okay.
Vivement que ça se termine du coup. Vivement que ça se termine. Est-ce qu'on peut parler des comptes offshore d'Imerys maintenant? Bref, on a vu en quoi ces endroits étaient intéressants du point de vue biodiversité. Maintenant, comment vont-ils être affectés par ce projet? Comme Émilie est éclatée en plusieurs sites, commençons par la mine. En termes économiques, il serait plus judicieux, intuitif de faire une mine à ciel ouvert. En revanche, nous, on se propose de réduire fortement les impacts visuels, en prise au sol, nuisances sonores, poussière, en proposant une mine souterraine. Et oui, Imerys fait le choix d'une mine souterraine pour limiter les impacts sur l'environnement. Contrairement à une mine à ciel ouvert qui certes coûterait 2 à 20 fois moins cher par tonne de roche produite, mais dégrade largement plus la nature et défigure le paysage. Là, tout se passerait 6 pieds sous terre pour les activités d'extraction. Il faudrait certes installer l'usine de concentration, quelques bâtiments de type bureau, atelier, laboratoire, parking, et une boutique de souvenirs, j'espère, pour quand on reviendra. Comptez 30 hectares pour le tout. Il s'installerait sur un terrain dédié à la culture de bois, donc côté biodiversité, c'est déjà pas terrible de base. Il y a 2 autres éléments importants, la plateforme de chargement du minerai sur les trains et les canalisations qui font circuler l'eau et divers produits d'une usine à l'autre. Pour la plateforme, les 15 hectares nécessaires seront pris sur des terres cultivées, donc pareil, côté biodiversité, c'est pas pire, ils vont pas toucher une forêt primaire, quoi. Et pour les canalisations, Imerys estime que l'impact sur la biodiversité devrait être globalement faible. Ils vont longer les routes pour enfuir leurs tuyaux dans le sol. Après, les canalisations passeront aux abords de la forêt des Colettes, donc c'est surtout là qu'il faudrait faire attention à ne pas tout bousiller. Et pour finir, l'usine de conversion, la dernière étape du procédé. 30 à 40 hectares nécessaires qui seraient pris sur une friche industrielle. Alors elle est incluse dans une ZNIEF, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui contient des espèces protégées, notamment des oiseaux et des amphibiens. Il y a aussi des zones humides. C'est un site potentiellement riche, donc a priori c'est peut-être pas très malin de tout raser sur 30 à 40 hectares. On attend quand même les études d'impact pour en savoir plus. Mais de tous les sites d'implantation, c'est celui-là qui m'inquiète le plus. En comptant en plus que tous ces hectares pris sur les forêts, champs et compagnie contribuent à l'artificialisation des sols, qui ne pourront plus assurer leur rôle de captation de carbone, mais aussi d'éponge lors de grosses pluies, ce qui risque in fine d'augmenter le risque d'inondation. Il y a aussi le risque que ces activités entraînent une pollution au lithium s'il s'échappe dans la nature. Combiné sous forme de sel, il devient une substance corrosive pour l'environnement et toxique pour la faune aquatique, en particulier les amphibiens dont il perturbe le développement embryonnaire. Sans parler de l'accumulation de ce métal le long de la chaîne alimentaire, si les oiseaux mangent des poissons boostés au lithium, ils vont eux aussi s'empoisonner et ainsi de suite. Jusqu'à nous peut-être. Dans les sites d'extraction du Chili et d'Australie, on a mesuré des concentrations 10 à 100 fois supérieures au seuil de toxicité. Donc à surveiller. Passons maintenant au stockage des déchets. Et oui, parce qu'une mine, ça produit des déchets de 2 types, les stériles et les résidus. Ces stériles, ce sont des cailloux qu'on extrait en même temps que notre minerai, mais qui n'ont aucune valeur commerciale. C'est comme si vous preniez une poignée de youtubeurs dans la main, vous chopez un point Génius au passage, et bah voilà, c'est votre stérile. D'autre part, il y a les résidus. Ce sont les produits solides qui vous restent une fois que vous avez fini de transformer votre minerai en sel de lithium. C'est ça, les résidus. Pour savoir comment s'en débarrasser, l'exploitant a bien une idée, et elle est au fond de la mine. On va extraire des chambres qui feront 25 mètres de large, 25 mètres de haut et plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Là, c'est des véritables cathédrales. Une fois qu'on a extrait une chambre, on va, avec les produits stériles et les résidus, venir la remblayer par patte, ce qui lui confère de la stabilité pour aller chercher la chambre d'à côté. Ouais. Notamment, et qui permet aussi de ne pas mettre le matériel à l'extérieur du site. Alors évidemment, on pourra pas tout coller sous le tapis 400 mètres sous terre et hop, ni vu ni connu. Quand on casse de la roche en petits bouts, on peut pas tout remettre au même endroit. Ça utilise un plus grand volume après qu'avant. De la même manière qu'un Lego monté prendra moins de place qu'un Lego défait. Donc on pourra caser une partie des déchets dans les chambres, mais pour le reste, qui représente quand même 510 000 tonnes par an, va falloir les entasser comme ils entassent déjà les stériles des kaolins à côté de l'exploitation actuelle. Ce qui risque de poser problème selon la toxicité de ces produits. Pour avoir le moins de points Génius de déchets possible, Imerys n'a pas trouvé de solution adéquate, mais elle songe à valoriser une partie de ses produits et coproduits de transformation du lithium. Il n'empêche qu'il restera des déchets et des résidus pas jojo et qu'il faudra bien trouver quoi en faire. L'autorité environnementale souligne d'ailleurs l'importance de bien disposer des rejets solides et liquides de ces usines. On attaque le sujet qui fâche, l'eau. Les usines en auront besoin pour concentrer et convertir le lithium et le transporter d'un site à l'autre. Au total, autour de 1,2 million de mètres cubes par an. C'est l'usine de conversion qui en consommera le plus. Selon les premières estimations d'Imerys, il faudrait 35 mètres cubes d'eau pour produire 1 tonne d'hydroxyde de lithium monohydraté. Ce qui est tout de même 10 à 20 fois moins que la quantité d'eau nécessaire pour produire cette même tonne à partir des salars sud-américains. Alors, à quoi va servir cette eau? On n'a pas d'eau dans la mine, il n'y a pas d'utilisation d'eau pour la mine. C'est pour la flottation du mica. Ensuite, on a besoin d'eau pour remplir les canalisations qui vont véhiculer le mica jusqu'au site de chargement. Et on a une perte d'eau au niveau du chargement des trains parce que le minerai sera à 17 ou 18% d'humidité. Donc finalement, il y a de l'eau qui va se retrouver dans le minerai et qui ira à l'étape d'après. Donc voilà.
Ok, Ça représente 600 000 m3 d'eau par an. On aura un point de prélèvement d'eau qui se fera en dehors du site. On a choisi de ne pas faire un pompage dans la nappe phréatique, justement, ce qui serait un peu plus sensible, mais d'aller plutôt s'orienter du côté de la Sioule, qui est un cours d'eau en aval. On représenterait à peu près 1 pour 1000 du débit en termes de pompage. L'eau prélevée dans la Sioule représenterait donc 0,1% du débit moyen annuel, et l'été, il s'adapterait pour pomper moins, peut-être mettre de côté de l'eau dans des réservoirs l'hiver pour pouvoir s'en servir l'été. Pourtant, l'autorité environnementale semble assez catégorique sur le million de mètres cubes d'eau nécessaire chaque année. En l'état actuel, le site envisagé dans l'ouest de l'Allier ne pourrait pas fournir cette quantité d'eau. Elle encourage Imerys à revoir la localisation de son usine de conversion. Y aura-t-il assez d'eau en 2030 dans la Sioule, et l'entreprise ne risque-t-elle pas de prélever beaucoup plus si ces technologies innovantes d'utilisation de l'eau en circuit fermé ne fonctionnent finalement pas? Imerys propose effectivement de recycler 90% de l'eau qu'elle utilisera. Pour Émilie, il puiserait aussi dans les eaux usées traitées à la sortie d'une station d'épuration voisine. Eau qui normalement était rejetée dans le Cher une fois traitée, donc ça fera aussi un manque à gagner pour le cours d'eau. Il propose d'adopter une démarche zéro rejet liquide, c'est-à-dire qu'ils pensent traiter et recycler leurs effluents liquides sans rejeter de liquide résiduel dans l'environnement. Tous leurs déchets seraient solides et ils pourraient recycler l'eau pure qu'ils en auraient extrait. Un procédé déjà mis en place à l'étranger dans pas mal d'industries, agroalimentaires, pétrochimiques, nucléaires et minières notamment. Mais c'est pas tout. Concernant l'eau, il y a aussi un risque que percer le granit à cet endroit perturbe la circulation d'eau en profondeur et donc la nappe phréatique. Pour répondre à cette interrogation, des études sont en cours, donc je peux pas vous dire grand chose là-dessus. Il y a une autre question qui préoccupe les locaux, quid de la pollution? Les sols dans le coin sont très pollués aux métaux lourds, naturellement, et à cause des activités extractives qu'il y a eu depuis 2 siècles sur place. Pas loin, il y avait une ancienne mine de tungstène par exemple, jusque dans les années 60. Et les sols s'en souviennent. Selon les endroits, les sols contiennent toutes ces belles choses. Est-ce que le fait de percer ce granit ne risque pas de remobiliser les polluants en les faisant passer dans la nappe phréatique? L'ONG Disclose a repéré un rapport réalisé par Géodéris, un groupement d'intérêt public mandaté par l'État pour évaluer les risques liés à l'après-mine. Le secteur de la future mine est classé E, l'échelle va de A à E. La classe E regroupe les secteurs dont les dépôts miniers sont susceptibles de représenter un risque très significatif pour la santé humaine et l'environnement. Ce rapport dévoile justement les pollutions dont on a parlé juste avant. Disclose a contacté une ingénieure géochimiste de l'université de Toulouse et voici son verdict. Certains points à haute teneur en arsenic et quelques-uns de plomb se situent sur le périmètre d'exploitation de la mine de lithium. Il ne faut pas que ces sols soient en contact avec les eaux souterraines ou qu'ils soient remobilisés dans le cadre de nouvelles entrées de galeries. Comprendre, de nouveaux forages risqueraient de disséminer un peu plus les métaux déjà présents dans les sols. Pour éviter la contamination des eaux, les galeries doivent être faites de sorte à ce que l'écoulement des eaux souterraines ne change pas. Encore une fois, à surveiller en fonction du résultat des études d'impact. Côté santé humaine, l'autorité environnementale souligne notamment que le lithium, sous plusieurs formes salines, carbonate, chlorure et hydroxyde, est un reprotoxique, un perturbateur endocrinien et un irritant cutané, oculaire et des voies respiratoires pour l'être humain, objet de démarche de classement ou notification à l'échelle européenne. Le lithium est très réactif avec l'eau et l'azote, très inflammable également. L'étude d'impact devra donc analyser avec soin les risques sanitaires du projet à chaque étape du procédé, de celle d'extraction souterraine qui produit des poussières et des eaux d'exure, jusqu'au traitement des effluents de l'usine de conversion et au transport de l'hydroxyde de lithium jusqu'aux usines de batteries, et présenter les mesures prises pour éviter ces risques et par conséquent toute dégradation de la santé humaine. Le lithium est un produit très inflammable, il peut s'enflammer au contact d'hydrocarbures et même de l'eau. Sa combustion engendre des gaz toxiques pour l'homme, il est donc nécessaire d'intégrer ce risque dans la conception du projet à chaque étape de la production. En outre, de façon moins spécifique, différentes opérations du projet sont émettrices, soit de poussière, soit de nombreux polluants, comme l'acide chlorhydrique ou l'acide fluorhydrique, voire des cyanures et autres substances utilisées dans les étapes de concentration et de conversion, ou les métaux lourds radiotoxiques présents dans le granit. Yes. Donc voilà pour maintenant. Et après, on parle de 25 ans d'exploitation minimum, mais après, que va devenir ce site? Vu l'après-mine des exploitations de tungstène et les pollutions qu'elle engendre encore actuellement, les riverains ont le droit de s'interroger, notamment pour ces fameux stériles et résidus que l'exploitant ne pourra pas remblayer sous terre. On peut espérer que la situation a un peu évolué depuis, notamment depuis que le code minier a été mis à jour pour mettre l'accent sur l'après-mine, mais c'est encore une fois à surveiller. Émilie qui serait donc une mine responsable et bas carbone. C'est le moment d'interroger ces éléments. D'après Disclose, Émilie serait le premier jalon de la politique de transition du gouvernement vers les énergies renouvelables. Soutenu financièrement par l'État, le projet serait exemplaire sur le plan environnemental et climatique, selon le ministre de l'économie. Imerys rappelle sur son site que les procédés de production du lithium existants sont très émetteurs de CO2, qui nécessitent une longue chaîne logistique de la mine à l'usine et au client final, et que l'empreinte carbone y est d'autant plus forte qu'elle repose sur une électricité à base de charbon en Chine et en Australie, là où la plupart du
lithium est produit aujourd'hui. Dans notre cas, les émissions carbone seraient réduites de moitié par rapport à toutes les autres exploitations de lithium en roche dure existantes aujourd'hui. Justement, du fait de ce fonctionnement en circuit court, de l'utilisation de trains à la place de camions pour le transport du minerai, d'une flotte minière électrique et du mix énergétique français qui est bas carbone. Il y a malgré tout leur four qui fonctionne au gaz naturel pour atteindre des températures de 1000 degrés. Au final, une tonne d'hydroxyde de lithium monohydraté made in France représenterait 9,8 tonnes d'équivalent CO2 contre 15 en moyenne actuellement. Bon, maintenant qu'on a vu les impacts environnementaux d'Emilie, une question demeure, est-ce qu'on a vraiment besoin de lithium made in France? La réponse est d'ordre politique et géopolitique. Déjà, oui, on a besoin de lithium. Ces 10 dernières années, la demande mondiale en lithium a doublé, notamment pour nos véhicules électriques. L'Agence internationale de l'énergie s'attend même à ce qu'on multiplie par 42 notre consommation mondiale de lithium d'ici à 2040. Ensuite, pourquoi en Europe? Parce que c'est l'UE qui souhaite extraire 10% et transformer 40% de sa consommation annuelle en minéraux clés sur son territoire d'ici à 2030. Donc l'idée serait de consommer local et de privilégier le circuit court, y compris pour les minerais. Ce projet de mine s'inscrit aussi dans la continuité de la stratégie nationale bas carbone, la feuille de route de la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, qui vise un objectif de neutralité carbone en 2050. Pour décarboner les transports, la France cherche notamment à atteindre 35% de ventes de véhicules particuliers neufs électriques ou à hydrogène en 2030 et 100% à l'horizon 2040. Dans la même direction, l'UE a validé en mars 2023 l'interdiction de la vente de véhicules thermiques à partir de 2035. Donc l'avenir de l'automobile sera notamment électrique et aujourd'hui la plupart des batteries des véhicules électriques contiennent du lithium. Dans le mille et mille. Derrière tout ça, c'est de défendre la souveraineté énergétique de la France et de l'Europe. On l'a vu, aujourd'hui on dépend principalement de la Chine qui produit plus de 75% des batteries au lithium-ion du monde, avec du métal qu'elle extrait de son propre sous-sol ou de mines australiennes qu'elle possède. Dépendre de la Chine, c'est audacieux. On a vu ce que ça faisait de dépendre du gaz russe par exemple. Des usines sont en construction en Europe et notamment dans le nord de la France pour justement transformer ce lithium en batterie. Comme ça, on pourra assurer nous-mêmes toute la chaîne de production, de la roche à l'assiette. Enfin, au capot. Je sais pas où vous les mettez, les batteries. Je suis pas vilebrequin. Cela dit, les écologistes restent cependant très vigilants sur l'aval et la nécessité d'un recyclage de ces batteries. La ressource en lithium n'est pas inépuisable et nécessite des standards élevés d'économie circulaire. La filière du recyclage est justement en train de se mettre en place. L'an dernier, on comptait 40 sociétés en Amérique du Nord et 50 en Europe qui s'attaquaient au recyclage du lithium ou allaient se mettre sur ce créneau. Donc oui, mine ou pas mine, il ne faut pas que ça occulte l'importance du recyclage du lithium au maximum. J'ajouterais aussi qu'il serait toujours bon de modifier nos usages vers plus de sobriété. Comme le disent les écologistes, il ne s'agit pas de remplacer la voiture individuelle thermique par une voiture individuelle électrique, mais de réformer en profondeur nos mobilités. Cela étant, on ne pourra pas recycler 100% de ce lithium, donc on aura toujours un peu besoin de nouveaux minerais. La question que certains se posent, c'est donc est-ce qu'on va continuer à être dépendant d'autres pays en leur faisant payer le prix environnemental de cette extraction, ou est-ce qu'on va assumer notre consommation de minerais et opter pour le chercher dans notre jardin? À vous de conclure et de participer au débat sur les sites de la CNDP et du débat public. Imerys s'engage à tenir compte des retours du débat public et on attend surtout impatiemment les retours des études d'impact. Je remercie la CNDP d'avoir financé cette vidéo et Imerys pour la visite guidée. Je vous laisse sur une séquence ASMR de leur usine de kaolin. Pour le lithium, ce sera un peu le même procédé d'extraction et pour savoir à quoi correspondent ces images, rendez-vous sur la vidéo de Monsieur Bidouille.